trains de légende qui ont marqué l'histoire et les mémoires. Une entreprise qui a traversé les âges. Un homme, George Nagelmakers, fondateur de la Compagnie internationale des wagons-lits. George Nagelmakers est né à Liège en 1845 dans une famille de banquiers. Il est l'aîné de 3 garçons. Depuis un siècle, chez les Nagelmakers, l'avenir est tout tracé. On est banquier de père en fils. Mais le jeune homme a autre chose en tête. Georges était effectivement un peu un électron libre. Il fait des études déjà qui ne sont pas des études classiques pour des professionnels de la finance, il fait des études d'ingénieur. En finissant ses études, il a une aventure amoureuse. Il est amoureux de sa cousine, en outre plus âgée que lui. Donc à cette époque-là, c'était déjà un peu un crime de lèse-majesté. Bref, son père, un homme comme tous les banquiers de l'époque, étaient des hommes extrêmement droits. Il y a des choses qu'on fait et des choses qu'on ne fait pas. Aussi, il décide d'envoyer son fils avec un de ses amis proches aux États-Unis. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il était à peine parti sur le Scotia, qui était un paquebot de la Cunard. Il était déjà en train de faire la cour à des dames qui étaient sur les transats, sur le pont. Enfin, on pensait qu'il avait très vite oublié la cousine. Je crois qu'il était un séducteur. En 1868, comme d'autres jeunes gens de la haute bourgeoisie européenne, Georges et ses 2 amis arpentent les États-Unis d'Amérique en observateurs. Il est évident que pour aller d'une ville à l'autre, à cette époque-là, il n'y a que le train. Il s'aperçoit en voyageant la nuit que le soir, on tire la banquette et cette banquette se transforme en une sorte de couchette. Il se dit c'est intéressant quand même que les gens puissent dormir dans un train au lieu de dormir assis. C'est un certain monsieur Pullman qui a inventé ces voitures. Des voitures baptisées sleeping cars qui fascinent le jeune Belge. Un an plus tard, la tête pleine d'images et de souvenirs, George Nagelmakers, alors âgé de 24 ans, rentre en Belgique. Il est revenu avec cette idée que je crois la banque a considérée peut-être comme un peu sotte, de faire une compagnie des wagons-lits ou de développer une activité de wagons-lits en Europe. Peu importe ce qu'en pense la famille, les trains de M. Pullman l'obsèdent. Au début des années 1870, Nagelmakers écrit une notice présentant son projet. Construire des voitures-lits plus confortables et surtout plus luxueuses que leurs homologues américaines. Elles permettront de traverser l'Europe d'est en ouest et du nord au sud à bord du même train. Car jusque-là, sur le vieux continent, on voyageait assis de jour comme de nuit et on changeait de train à chaque frontière. Le jeune Nagelmakers s'est décidé à faire bouger tout ça. Mais pourquoi ? Il s'est aperçu que les États-Unis étaient les États-Unis parce qu'ils étaient, grâce au train, ils étaient réunis. Alors qu'avant, c'était des États différents. Là, ça pouvait devenir vraiment un seul pays, et cela grâce au train. Donc il se dit peut-être qu'en Europe aussi, on pourrait faire les États-Unis d'Europe. Avant même l'existence de l'Europe, Georges en avait une véritable prémonition, pas du tout au sens politique du terme, mais au sens de la relation entre tous les habitants de l'espace européen. De les mettre ensemble, de les mettre en contact de manière telle que l'espagnol puisse rencontrer facilement le russe ou bien le turc rencontrer l'anglais. Vaste programme qui se heurte rapidement à la réalité politique. L'Europe du XIXe siècle est une mosaïque d'empires et de monarchies rongées par les nationalismes. En juillet 1870, la guerre franco-prussienne éclate, mettant un frein au projet de Nagelmakers. 6 mois plus tard, l'armistice est signé et Georges reprend espoir, même si le contexte lui est toujours aussi peu favorable. Les pays européens sont assez frileux, très nationalistes, et ils ne tiennent pas tellement à ce qu'on passe d'une frontière à l'autre. Le fait que
Georges Nagelmackers soit belge pouvait effectivement constituer un avantage parce qu'à cette époque, la Belgique était encore un royaume relativement récent. Elle n'avait pas encore été mêlée aux divers conflits en Europe. Elle n'était absolument pas dangereuse, c'était un jeune pays. Et dès lors, effectivement, son caractère totalement neutre permettait une mise en contact beaucoup plus facile entre les divers pays. En outre, Georges va pouvoir compter sur un allié de poids, Léopold II, roi des Belges. Pour le monarque, un petit pays comme la Belgique ne peut se développer qu'en s'ouvrant sur l'Europe. Il va aider le jeune Nagelmackers à convaincre les chefs d'État et les différentes compagnies ferroviaires européennes que les wagons-lits ne mettront en péril ni leur sécurité nationale, ni leur sens des convenances. Il y a une anecdote que je peux vous raconter, c'est que, par exemple, il va voir un administrateur d'une compagnie de chemin de fer en Belgique et il lui montre le plan d'une voiture-lit. Alors le bonhomme lui dit, bon, qu'est-ce que c'est ça, là? Oui. Et qu'est-ce qu'il y a au bout, là? Il lui dit, mais là, c'est les toilettes. Des toilettes? Vous n'y pensez pas, jeune homme. Des toilettes dans un train? Enfin, le type est révolté. Il se lève, il dit, respectez mes cheveux blancs, et il le met à la porte. Les relations, je crois que la famille avait, tant en Europe, parce que la banque était quand même déjà connue à l'époque, lui ont permis d'avoir des contacts avec tous les dirigeants de ces compagnies qui lui ont permis, je dirais, d'entrer et de monter son projet à bien. Le dernier obstacle à la réalisation de son rêve est d'ordre technique. L'écartement des rails, le gabarit des voitures ainsi que leur système de freinage ou d'éclairage sont différents en fonction des pays. Ingénieux ingénieur, Georges dessine des wagons standards capables de s'adapter aux principaux réseaux. Au bout de 3 ans d'obstination et de diplomatie, Nagelmackers est venu à bout d'un certain nombre de problèmes. En 1872, son rêve commence à prendre forme. Il a 27 ans et crée à Bruxelles une première société au capital de 500 000 francs belges. Il a trouvé l'argent auprès de quelques amis et de son père Edmond. Je serais prêt à croire que son père l'a toujours cru en lui. D'ailleurs, c'est un des rares de la famille qui l'ait réellement soutenu. La banque ne s'est jamais intéressée à ses activités, tandis que son père a été un des premiers actionnaires de sa compagnie. Baptisée Compagnie internationale de wagons-lits, cette petite société lui permet de faire fabriquer 5 voitures-lits en bois de teck qu'il fait accrocher à des trains traditionnels. Pour la première fois en Europe, des passagers traversent plusieurs pays sans descendre de leur voiture. Une voiture dans laquelle, pour la première fois également, ils peuvent dormir dans un lit. C'est un succès. Les 5 wagons-lits de Nagelmackers roulent sans arrêt sur de petits tronçons, Paris-Vienne, Ostende-Berlin. Il sait que le train fait encore un peu peur à cette époque. Il y avait eu les fameux députés qui avaient lutté contre le chemin de fer. Il avait dit que ça donnerait la pleurésie, que les femmes accoucheraient sous les tunnels. Il y en avait même qui avaient dit qu'il fallait construire des palissades le long des voies parce que la vue d'un train en marche pouvait donner des troubles psychiques. Issu de la haute bourgeoisie, Georges en connaît les goûts et la culture. Il sait que le luxe et le confort sont des remèdes à bien des angoisses. Ces compartiments ressemblent à de coquettes petites chambres. Ils sont séparés par des cabinets de toilettes et deviennent des boudoirs quand les lits sont repliés. Nagelmackers a l'œil sur tout. Il a tout prévu, tout doit être parfait. Il mettait une paire de gants blancs et commençait à frotter, à se promener dans le train et à prendre les poignées, prendre des trucs. Et le personnel qui était là était absolument terrorisé de le voir arriver parce que, bien entendu, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et il sortait des colères invraisemblables en disant que c'était inadmissible, que les dames qui arrivaient ne pouvaient pas avoir leur robe froissée ou des choses comme ça. Pourtant, ce personnel, Georges le trie sur le volet. Stylés en diable, les employés rajoutent au prestige des wagons-lits. Au fil de son histoire, la qualité du service demeurera d'ailleurs l'un des credos de sa compagnie.
J'ai travaillé pendant 25 ans en wagon-lit. J'étais conducteur, c'est-à-dire steward, parce que conducteur, souvent les gens vous demandent « mais qu'est-ce que tu fais? Tu conduis un train ?» Et non, en fait, nous sommes les chefs de la voiture. J'étais à Sciences Po à ce moment-là. Si je me souviens bien, il y avait un bureau des élèves avec des propositions de petits jobs parce qu'il fallait que je paye mes études. Et je me suis inscrit. Je suis parti pendant une année entière, tous les week-ends. Notre métier consistait à accueillir les clients sur le quai. Donc nous leur demandions leur passeport. On leur demandait également qu'est-ce qu'ils pouvaient désirer. Quelques conseils aussi, fermer les portes parce qu'il y avait des vols. Et surtout, tous les 2 heures, on devait aller remplir les chaudières de charbon. Quand il n'y avait pas assez de bois, eh bien, on brûlait les porte-manteaux. Et on était surtout assez crasseux. Victime de son succès, Nagelmakers doit trouver de l'argent pour faire construire d'autres voitures. Il vient d'avoir 30 ans et lance une souscription à laquelle adhèrent à nouveau son père Edmond et le roi Léopold. Ces 2 actionnaires très influents l'aident à en convaincre 13 autres. Et en 1876, Georges crée une nouvelle société au capital de 4 millions de francs belges. La première s'appelait Compagnie internationale de wagons-lits, la deuxième est baptisée Compagnie internationale des wagons-lits. Son siège social est à Bruxelles, mais la direction générale s'installe à Paris. Pour faire partir des trains, des grands express un peu dans tous les pays, je pense que la France était une bonne plaque tournante. La Belgique est quand même un peu au nord, un peu à l'écart. Tandis que là, de Paris, c'est formidable. On part vers l'Italie, on va vers l'Espagne, on part vers la montagne. C'était vraiment très central et je pense que c'est une excellente plaque tournante. Le rêve de Georges est devenu réalité. Parti d'une idée glanée aux États-Unis, il a réussi en 6 ans à imposer la voiture-lit aux Européens. À 31 ans, il est à la tête de 53 voitures. Toujours accrochées à des trains traditionnels, elles sillonnent 16 lignes européennes. Et Nagelmakers continue à faire construire ses chambres roulantes. Côté vie privée, Georges n'est pas non plus à plaindre. Il a rencontré à Paris une mademoiselle Mermet qui l'épouse et qui lui donne un fils, René. La famille s'installe à Villepreux, près de Versailles, dans un petit château que Georges a fait construire. Pourtant, Nagelmakers n'est pas satisfait. Ses wagons-lits sont accrochés à des trains ordinaires. Et ce qu'il veut, c'est un train à lui, composé uniquement de ses propres voitures. Peu à peu, alors que certaines sociétés de chemin de fer avaient un peu boudé les wagons-lits, après, ils en voulaient toujours plus. Et c'est comme ça qu'à force de dire encore, donnez-moi 3 voitures, donnez-moi 4 voitures, il a fini par penser à faire un seul train. Fort de ces demandes, Nagelmakers organise en octobre 1882 un premier voyage d'essai sur la ligne Paris-Vienne. Le train est composé de voitures-lits et, grande nouveauté, d'un wagon-restaurant. Car pour Georges, si l'on dort dans un train, on doit pouvoir également y manger. Fine mouche, il a convié à ce voyage la presse et le gratin européen. Les invités sont dithyrambiques, notamment en ce qui concerne les repas. La cuisine à bord devient une caractéristique de la compagnie des wagons-lits qui va traverser le temps. On a fait du gastro et surtout cuisine bourgeoise. Par exemple, un bœuf stroganoff, des pavés de tourneaux de Rossini, plusieurs menus qu'on élaborait. La cuisine qu'on faisait à bord, c'était uniquement de la cuisine fraîche. On avait un fourgon laboratoire à côté avec des chambres froides et on avait toutes les chambres froides étaient remplies de marchandises. Ce qui nous manquait, oui, on achetait dans les pays où il nous manquait quelque chose. On avait 2 cuisines pour 250 personnes. J'avais un plongeur, j'avais un commis de cuisine, tout le monde s'y mettait. Donc on avait chacun une tâche de travail bien définie. Donc c'était une organisation, chacun savait ce qu'il avait à faire. Organisation et système D. Ah oui, la télépatate, vous savez, c'est le premier téléphone portable qu'on avait à bord des wagons-lits, nous. Parce que si vous voulez, à l'époque, on roulait, il n'y avait pas de portable, pas de téléphone à bord. S'il nous manquait quelque chose, on préparait un message, on l'enveloppait dans le papier aluminium après une serviette. Et à chaque gare à l'époque, il y avait un chef de gare sur le quai qui regardait passer les trains, voir s'il n'y avait pas de problème. Et à ce moment-là, on jetait la pomme de terre. Le message était dedans. Et la gare suivante
Soit il y avait un malade, le médecin était là, ou les pompiers, ou soit on était rapprovisionné avec la marchandise qui nous manquait. Et ça, c'est le premier téléphone portable qu'on avait. Le voyage par Vienne va faire grand bruit. Y inviter la presse était évidemment une idée de génie que Georges ne va plus lâcher. Georges était un homme de relations publiques. Et dans toutes ses initiatives, quand il a lancé une nouvelle opération, il a commencé par amener les gens qui pouvaient promotionner son propre développement. Donc il a amené la presse, il a amené les journalistes, il a amené, je dirais, les faiseurs d'opinion pour qu'ils puissent apprécier et faire parler de lui. Ou de la compagnie plutôt que de lui. Et à ce niveau-là, c'était un homme d'avant-garde. Conforté par ses succès, Georges Nagelmakers peut enfin mettre sur rail le grand train international dont il a toujours rêvé. Le 4 octobre 1883, l'Orient Express quitte Paris direction Constantinople. Intégralement composé de voitures Nagelmakers, il va révolutionner l'histoire ferroviaire européenne et consacrer son créateur, alors âgé de 38 ans. Ce train a donné lieu à de nouvelles et difficiles tractations avec les chefs d'État et les compagnies de chemin de fer. Mais le jeu en valait la chandelle. Les premiers voyageurs, journalistes et faiseurs d'opinion comme d'habitude, ne tarissent pas d'éloges. Parmi eux, l'écrivain Edmond About qui publie la chronique de son voyage. Il y a exactement 13 jours que je quittais les bords de l'Oise pour aller prendre le train rapide de l'Orient à la gare de Strasbourg. Et de ces 13 jours, c'est-à-dire en moins de temps qu'il n'en fallait à Madame de Sévigné pour aller de Paris à Grignan, je suis allé à Constantinople, je m'y suis promené, instruit et diverti, et j'en suis revenu sans fatigue, prêt à repartir demain si l'on veut, par la même voiture, pour Madrid ou Saint-Pétersbourg. En créant le premier train international, Nagelmakers donne une véritable colonne vertébrale au vieux continent. Le trajet du train est en lui-même une incitation au rêve. Budapest, Prague, Istanbul. Il a réuni avant l'heure les villes magnifiques qui sonnent comme les poèmes. Les voyageurs de la vieille Europe, ils ont pris ce train pour découvrir aussi les pays lointains. L'Orient fascine, comme en témoigne le journaliste Georges Boyer lors d'un voyage à bord de l'Orient Express. Comme si un gigantesque rideau de théâtre venait de se lever, nous nous trouvons tout à coup en face de Stamboul. La vieille ville turque se dresse au-dessus du Bosphore dans une gaze de brume qui enveloppe d'un nuage transparent les mosquées avec leurs minarets qui semblent d'énormes cierges. Tout ce que nous avons pu rêver est dépassé par la splendeur du spectacle qui s'offre à nos yeux. Il y a des impressions qui ne s'analysent pas en quelques lignes. Ceux qui veulent les ressentir n'ont qu'à faire le voyage, comme moi. Grâce à l'Orient Express, c'est bien facile aujourd'hui. Si les paysages traversés font rêver, l'intérieur du train n'est pas en reste. Luxe et volupté sont du voyage. Quelques années après sa naissance, l'Orient Express est devenu un mythe. On y croise toutes les têtes couronnées d'Europe et bien d'autres personnalités. Moi, je pense que nous sommes hantés par les personnages de ce train. Les grandes aventurières, les grandes amoureuses, mais aussi c'est hanté par les personnages énigmatiques, par la face cachée du XXe siècle. Les plus grands agents secrets, ils ont pris le train. Chaque fois quand on parle de l'amour, de mystère et d'évasion, on retrouve automatiquement l'Orient Express. C'est une sorte de fantasme pour les écrivains. L'Orient Express marque en effet le début de la longue histoire d'amour entre la compagnie des wagons-lits et les romanciers.
Il y a une majesté dans le train, il y a quelque chose de très poétique. Bon, les adieux, bien sûr, les adieux sur un quai de gare, mais le principe du départ, à ce moment-là, la fumée qui entourait tous ces départs. Globalement, c'est quelque chose qui entraîne au romanesque. Ainsi, au fil des ans, vont naître de nombreux romans et personnages. Parmi eux, la fameuse Madone des Sleeping. Vous m'accompagnerez aussi en voyage, le cas échéant. Car vous n'ignorez sans doute pas que j'ai totalisé des milliers de milles sur les voies ferrées du continent et usé les carpettes de la compagnie des wagons-lits. Un chroniqueur parisien m'a même surnommée la Madone des Sleeping. La Madone des Sleeping, je ne l'ai pas vraiment complètement rencontrée, mais elle rôde toujours un petit peu dans ces couloirs. C'est quelque chose d'assez relativement même érotique. Histoire d'amour et d'exil, arrêt prolongé dans les neiges, mais aussi épidémie de choléra ou déraillement, l'histoire de l'Orient Express est riche de péripéties. Dans son sillage, d'autres trains voient le jour. Le Peninsular Express, la Malle des Indes, le Nord Express, le Sud Express, le Méditerranée Express ou encore le Riviera Express. Il faut dire que Nagelmakers n'est pas dérangé par la concurrence. Il faut une telle audace, un tel travail, de tels investissements et peut-être aussi un tel brin de folie pour monter un parc de wagons-lits que personne ne s'y frotte. Georges sait en outre convaincre ses banquiers et ses actionnaires de le suivre. En 1884, soit 12 ans après sa création, le capital de la compagnie est porté à 10 millions de francs belges. Les actionnaires se sont multipliés. Ce sont des industriels ou des hommes d'affaires européens qui sont représentés dans la société par des administrateurs. L'entreprise possède maintenant 900 voitures réparties sur 45 trains. Et en toute logique, elle est rebaptisée Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. À 45 ans, Nagelmakers a conquis l'Europe. En 1896, le président Félix Faure lui commande une voiture présidentielle. Ce sera la première d'une longue série, car les chefs d'État européens aiment les voitures de la compagnie des wagons-lits, de façon parfois un peu obsessionnelle. Le roi Ferdinand de Bulgarie adore les trains. C'est-à-dire quand il est monté sur le trône, là, c'est le moment où l'Orient Express traverse son pays. Il se fait conduire en voiture au bord de la voie, fait stopper l'Orient Express, monte à bord de la locomotive, pousse le chauffeur et le mécanicien et se met à faire littéralement joujou avec cette locomotive, la lançant parfois beaucoup trop rapidement dans des courbes dangereuses, freinant brutalement, entraînant évidemment un bazar monstre dans la cuisine où les plats sont renversés, etc. Donc il y a des plaintes qui arrivent sur le bureau de Georges Nagelmakers, boulevard Haussmann, et on est très embarrassé parce que comment dire au monarque que l'Orient Express n'est pas un joujou. Les clients de Nagelmakers sont en général plus disciplinés, heureusement car leur nombre augmente. Nagelmakers l'avait prévu. Il a ouvert dès 1879 des agences de voyage, d'abord en Europe, puis en Asie et en Amérique. On en compte 24, puis 60, puis plus d'une centaine. Elle propose différents services, assurance des bagages, réservation de chambres, visites guidées. L'homme des trains devient un véritable voyagiste. L'Europe aisée veut découvrir le monde, rencontrer l'autre, le regarder vivre. Le regarder vivre, mais pas de trop près et en emmenant avec soi son petit confort. Justement, arrivés à destination, où peuvent séjourner les clients de Georges ? Jugeant le parc hôtelier européen trop peu développé, Nagelmakers crée en 1892 la Compagnie internationale des grands hôtels et fait construire des palaces dans les grandes villes desservies par ses trains.
Georges Nagelmakers, en créant ces palaces, a une idée de précurseur de faire une chaîne d'hôtels. Par exemple, le Pera Palace à l'arrivée d'Istanbul, le Grand Hôtel de Brindisi pour les clients de la Malle des Indes, des hôtels à Lisbonne, à Madrid. Et je crois que c'était dans l'idée qu'avait Georges Nagelmakers qui a développé ou qui a entretenu ce concept d'avoir au terminus des grands trains un endroit où, de nouveau, ses clients voyageurs pouvaient être accueillis dans le même luxe que ceux qui voulaient instaurer dans le train. Nagelmakers a créé la première chaîne d'hôtels de l'histoire. Tous plus luxueux les uns que les autres, ces palaces essaiment dans l'Europe entière. Il y en aura au total plus de 30. Mais la gestion d'un parc hôtelier est différente de celle d'un parc ferroviaire. Toujours déficitaire, la Compagnie des Grands Hôtels s'avère rapidement un gouffre financier. Effectivement, c'était un second métier, je dirais, dans lequel Georges Nagelmakers n'avait peut-être pas, je ne dis pas les compétences ou l'expérience voulue pour se lancer dans ce type d'opération. Celle d'aller contrôler, je dirais, la qualité de la nourriture ou de la propreté d'un hôtel qui se trouve à 100 ou 1000 km de l'endroit de son siège est devenu beaucoup plus compliqué. Je crois qu'effectivement, il s'était lancé dans un second métier qui n'était peut-être pas le sien. Ce qui n'empêche pas Nagelmakers de garder ses hôtels. À 50 ans, c'est toujours la passion qui le guide. L'homme n'est pas un spéculateur, mais un créateur et un investisseur qui n'hésite jamais à aller de l'avant pour réaliser ses rêves et développer sa société. En 1904, il fait même construire un palace à Pékin. Pourquoi ? Pour accueillir les voyageurs d'un autre de ses trains mythiques, le Transsibérien créé en 1898. Dès qu'il a su qu'il y avait des trains qui marchaient en Russie, il a été là-bas. Il a été déjà voir le directeur des chemins de fer russes. Et puis, il a obtenu de faire un train, qui était un train très luxueux, où vraiment il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait une voiture, il y avait une douche, une salle de gymnastique, parce que comme le voyage était très très long, il fallait que les gens puissent se décoller les jambes. Et vous imaginez ça, c'était assez extraordinaire. Ne reculant devant rien, Nagelmakers adjoint même au Transsibérien un wagon chapelle. Autres trains, autres horizons. Après les plaines d'Anatolie, celles de la Sibérie. De Paris à Vladivostok et Pékin, l'Europe occidentale découvre de nouveaux paysages et de nouvelles cultures. Ce train a eu beaucoup de déboires parce qu'il y avait une grave erreur, c'est que les ingénieurs parisiens de la compagnie des Wagons-Lits ne pouvaient pas imaginer ce qu'était le climat de la Sibérie. Et c'était des voitures trop coquettes, mais les gens qui arrivent là sont des gens avec d'énormes bottes, des houppelantes gigantesques, et les petits miroirs et les petites choses comme ça. Et où les meubles Louis XV et Louis XVI qui étaient dans les voitures, tout ça ne va pas du tout avec le genre de clientèle. Donc là, c'est une erreur. Mais là encore, pas question de laisser tomber. Nagelmakers continue à faire circuler son Transsibérien. Pour faire face aux dépenses occasionnées par ce train et par ses grands hôtels, il a dû porter le capital de sa société à 50 millions de francs belges. Des financiers sont entrés dans l'affaire. Ils adorent l'enthousiasme créatif, mais à condition qu'il rapporte. Or, aux yeux de ces nouveaux investisseurs, l'entrepreneur Nagelmakers s'avère un peu trop entreprenant. Qu'importe, Georges continue sur sa lancée. La période la plus difficile de Georges a été celle de l'exposition 1900 de Paris. Il avait lancé une opération gigantesque en se disant « ça va attirer toute l'Europe à Paris ». Lors de cette exposition universelle de 1900, Georges loue 4 immeubles neufs en bord de Seine. Il y aménage 1500 chambres qu'il fait meubler et décorer par de grands artistes parisiens. Mais le Belge ne s'arrête pas là. Il convie les visiteurs à un voyage dans les étoiles en faisant installer une longue vue de 20 tonnes au pied de la Tour Eiffel. Sommet du spectacle, une rame du Transsibérien est installée à proximité.
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive chez la gare de Moscou. Alors, des fois, on voit des Russes qui sont là avec la blouse blanche, la ceinture, etc., qui vous servent quelques zakouskis en disant « Attendez, on va monter en voiture, etc. » On passe. À ce moment-là, dans la voiture-restaurant, là, on prend un borscht, il y a le veau stroganoff après. Enfin, c'est vraiment le repas russe. Et puis, pour donner l'illusion vraiment du voyage, dans la vitre, défile un diorama sur 3 plans qui donne l'impression vraiment du paysage de la Sibérie. Alors, les gens regardent ça, etc. Et brusquement, on dit « Pékin, tout le monde descend ». Et alors là, les gens passent au bout de la voiture et ils se trouvent brusquement avec des personnages qui se courbent, qui ont des grandes nattes noires, qui sont évidemment des Chinois, qui leur disent bonjour, bienvenue, etc. Et c'est la gare c'est la gare de Pékin. Et là, les gens descendent, tout à fait éblouis d'avoir fait un voyage immobile comme ça pendant 1h15. Malheureusement, cette exposition a été un flop total. Le malheureux Georges s'est retrouvé à la fin de cette exposition complètement endetté. Et la compagnie des wagons-lits, en 1900, a fait pratiquement faillite. Ce qui a changé totalement l'orientation financière de la compagnie des wagons-lits. On a créé à la direction générale un comité financier. C'est donc en fait un conseil de surveillance de Nagelmakers. Et c'est à partir de ce moment-là que sa santé va décliner parce qu'il ne se consolera pas d'avoir comme ça des bâtons dans les roues pour travailler. Après 1900, il commence à être malade. Et donc, souffrant, il est moins ardent, moins actif, etc. Et on profite évidemment de la faiblesse de Georges pour essayer de prendre sa place. Pour les actionnaires et leurs administrateurs, la compagnie, même endettée, demeure une affaire juteuse dont ils sont bien décidés à prendre le contrôle. Alors, Georges s'accroche. Son fils René vient d'avoir 20 ans. Il est temps pour celui-ci d'entrer dans la bataille. Hors de question que la société sorte du giron familial. Mon père René a très vite suivi la route de son père, l'a assisté, il a été chargé de mission. Georges a formé son fils, lui a fait faire les tâches qu'il devait connaître afin de commander par la suite. Et il ne l'a absolument pas ménagé. Je pense que René était un bon élève. Un bon élève que Georges envoie aux États-Unis. À charge pour lui de trouver en Amérique des actionnaires acquis à sa cause. Plutôt débrouillard, le jeune homme convainc le richissime Charles Schwab, roi de l'acier américain, d'entrer dans l'affaire. Mon père a dit, si vous acceptez de devenir président et de mettre de l'argent, de mettre des capitaux, eh bien vous aurez où vous voudrez une voiture qu'on attachera à n'importe quel train. Il a trouvé ça tellement formidable de la part de ce jeune homme de 20 ans, là, tout bouillonnant, qu'il a accepté. Il est donc devenu président de la compagnie des wagons-lits, avec Georges toujours comme directeur. C'était ça l'idée derrière cette opération. Grâce à René, Georges peut garder les rênes de son entreprise, mais pour peu de temps. Épuisé, il meurt le 10 juillet 1905. Cet homme qui a construit un empire en moins de 25 ans, qui a convaincu une Europe nationaliste d'ouvrir ses frontières à des trains internationaux, s'éteint à l'âge de 60 ans. Il laisse derrière lui une société au capital de 50 millions de francs belges, un parc de plus de 1000 voitures, 30 hôtels et 130 agences de voyage. René va prendre la direction de la compagnie. Il évidemment en bute à tous ses administrateurs qui déjà essayaient de chasser Georges. Ils l'ont mis dans des situations telles que le malheureux il s'est trouvé dans une situation quasi inextricable. Les administrateurs n'ont pas pardonné à René d'avoir trouvé des capitaux pour sauver son père.
Charles Schwab, le roi de l'acier, se retire très vite de la compagnie, leur laissant toute la place. À force de harcèlement, ils parviennent à faire démissionner René au bout de 5 ans. Monsieur le Président, j'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien accepter ma démission de directeur de la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens. Je regrette bien, vraiment, de devoir quitter une situation à laquelle j'étais attachée par tant de liens, mais je me vois contraint d'abandonner pour des raisons que vous connaissez. Mon père est né avec un destin très dur. C'était un homme d'une grande douceur. Et c'était malheureusement un monsieur qui n'a pas résisté au coup de la vie qui était trop dur pour lui. Il n'était pas fait pour ça, je pense. Il a été obligé, mis au pied du mur par les administrateurs, de donner sa démission au wagon-lit. Et je pense que ça a été la chose qui a dû lui percer le cœur au plus profond. Même hors circuit, René Nagelmakers gêne encore les administrateurs de la compagnie des wagons-lits. Il est devenu directeur d'une société de fret belge dans laquelle ses administrateurs ont également des intérêts financiers. Quelques années plus tard, cette entreprise met la clé sous la porte. Les administrateurs de la compagnie accusent alors l'héritier Nagelmakers de faillite frauduleuse. René est arrêté. Après, ça a été le grand jeu, l'arrestation à Paris, les colonnes dans les journaux. Ça a été absolument terrible, cette arrestation. Tout Paris en parlait. Et on l'a emmené en Belgique. Il a été mis en examen. Et puis, après un certain temps, ils ont prononcé un non-lieu. Et j'ai un papier du bâtonnier d'Anvers, le blanchissant. Par contre, c'est bien facile. Quelques excuses quand vous avez complètement ruiné moralement et physiquement et financièrement un homme. Et nous nous sommes donc retrouvés du jour au lendemain sans rien. Quand je dis vraiment sans rien. Et sur ces entrefaites, mon père est mort. Et pour moi, ça a été terrible parce que je me suis sentie complètement orpheline. Maman ne pouvait plus me garder avec elle. Et j'ai été mise dans des familles d'accueil. Et de l'âge de 8 ans jusqu'à 12 ans. René est mort, âgé d'à peine 51 ans. Les actionnaires et les administrateurs ont gagné. En 1910, il n'y a plus de Nagelmakers à la tête de la compagnie. Une autre histoire commence. Ce n'est plus celle d'un homme, mais celle d'une société, soumise plus que jamais aux lois du marché. Pas fou, les administrateurs en ont confié la direction générale à Napoléon Schröder, un homme du métier formé par George Nagelmakers. Sous son égide, la compagnie reprend du poil de la bête. En 1913, son capital atteint les 68 millions de francs belges. Son parc ferroviaire compte 1737 voitures qui roulent continuellement. Mais l'Europe gronde. George Nagelmakers avait fait le pari d'un continent sans frontières que ses habitants pourraient parcourir librement. Le XXe siècle rompt avec ce rêve. En 1914, orpheline des Nagelmakers, la compagnie des wagons-lits entre dans les pages sombres de l'histoire européenne, dont elle ne va plus cesser de subir les soubresauts. Le départ du conflit franco-allemand, il est évident que c'est une véritable catastrophe parce que toute l'Europe est complètement à feu et à sang. Les voitures-lits sont parfois transformées en wagons-hôpital. Enfin, c'est vraiment... À ce moment-là, il y a énormément de voitures qui disparaissent aussi. Et c'est un coup très très dur. La compagnie participe largement à l'effort de guerre. Elle prête des voitures pour le transport des troupes et des blessés. En 1918, elle est exsangue. 500 voitures, soit le tiers de son parc, ont disparu. Elles ont été détruites ou réquisitionnées par les Allemands.
Après la victoire, le maréchal Foch use de tout son pouvoir pour que la compagnie soit indemnisée. En vain. C'est difficile à prononcer, mais enfin on peut le dire quand même, que les Anglais et les Américains ont tout fait pour que la compagnie des wagons-lits ne retrouve pas son statut d'avant la guerre en vertu du principe libéral. Libre concurrence, les wagons-lits avaient pratiquement tout le marché et ils ont essayé de faire partager le marché. En 4 ans, la guerre a balayé un demi-siècle du travail et du rêve d'un homme. La compagnie des wagons-lits est maintenant dirigée par Camille Schouffard. Comme Napoléon Schröder, il a été formé par George Nagelmakers. Il commence par vendre tous les hôtels. L'argent sert à reconstituer le parc ferroviaire. Mais encore faut-il que les trains puissent rouler. La révolution russe de 1917 a mis un terme au service du transsibérien. Quant à l'Allemagne vaincue, elle demande un prix exorbitant pour le passage de l'Orient Express. Qu'à cela ne tienne, la direction de la compagnie détourne le trajet du train. Il passera désormais par Venise et prendra le nom de Simplon Orient Express. Quant à la concurrence souhaitée par les anglo-saxons, elle va venir de là où on ne l'attendait pas. Au moment des années 20, la concurrence de l'automobile s'est fait vraiment sentir. C'est le début des grosses cylindrées. On a des voitures rapides, confortables. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on dit mais il faut faire des trains de jour et encore plus somptueux qu'une voiture de luxe. Et c'est le début là de cette série de voitures qui vont être construites et en Angleterre et en France et qui sont le summum de ce qu'on peut faire. La compagnie fait construire ces nouvelles voitures non plus en bois mais en métal. Elle les fait peindre dans un bleu roi liseré d'or qui va devenir sa nouvelle marque de fabrique. Fleuron de cette nouvelle ère, le train bleu créé en 1922. Il relie l'Angleterre via Calais à la Riviera française et offre à ses passagers des voitures au décor spectaculaire. Dans cette voiture où nous sommes actuellement, qui était une voiture superbe, décorée, l'ensemblier était René Proux, qui fait appel à René Lalique, qui le décore donc de ses verres moulés, et c'est assez extraordinaire. Extraordinaire et innovant. En effet, la compagnie a décidé d'adjoindre au train bleu des salons-bars qui vont devenir la coqueluche des riches voyageurs des années folles. Lorsque j'ai commencé, j'étais serveur. La plupart des jeunes qui embauchaient à l'époque, j'étais serveur sur le train bleu. C'était un train assez coté parce qu'il y avait tous les stars qui le prenaient pour aller sur la Côte d'Azur. Étant donné qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins d'avions qu'à l'heure actuelle. Donc des grands noms du monde à l'époque prenaient ce train. Les clients, lorsqu'ils ont déjeuné, ils vont au restaurant, ils déjeunent, après quoi faire dans l'après-midi, il faut s'occuper. Donc tout se passe au bar. Une fois, on a eu un amiral américain qui avait fait le débarquement. Figurez-vous qu'une nuit, il lui a pris l'idée. On s'est retrouvés tous les deux à 4h du matin derrière le bar. Et toutes les bouteilles étaient. Il me dit, on va goûter tout ce qu'il y a derrière le bar. Et là, c'était quand même un peu gênant, quoi. Ça a été dur, hein. Alors j'ai dit le lendemain à mon patron, maintenant il me faut une prime de risque et je ne veux plus faire le bar. En ces années 20, on veut oublier la guerre. L'Europe bourgeoise et aristocrate est en quête de sensations fortes, d'évasion, de voyage. Le tourisme est en plein essor. Comme d'habitude, la compagnie saisit la balle au bond et répond à la demande. En 1928, elle accroît son réseau d'agences de voyage en rachetant la société britannique Cook, ce qui porte à plus de 700 le nombre de ses enseignes. Dans le même temps, elle continue à développer son activité ferroviaire. Le parc passe de 1500 à 2392 voitures. De nouveaux trains voient le jour.
Le Lloyd Express, la Flèche d'Or, l'Anatolie Express, l'Étoile du Nord, l'Edelweiss, l'Oiseau Bleu, le Taurus Express. Toutes ces innovations coûtent cher et la compagnie qui a repris confiance décide d'augmenter son capital. Elle va malheureusement être tributaire d'un imprévu de poids, la crise de 1929. Aucun banquier ne veut souscrire l'augmentation. À ce moment-là, l'État français s'en mêle, la République s'en mêle. Elle demande aux compagnies de chemin de fer de faire un effort et de créer une espèce de pool et de souscrire des actions. Les compagnies de chemin de fer qui déjà, en 29 également, commencent à avoir de grosses difficultés. La seule solution pour l'État français est de prendre une grosse participation dans le capital de la compagnie des wagons-lits. C'est ce que fera la Caisse des dépôts et consignations qui deviendra l'actionnaire minoritaire peut-être, mais principal de la compagnie des wagons-lits. Avec 26% d'un capital de 613 millions de francs belges, la Caisse des dépôts et consignations obtient la minorité de blocage. Mais à la fin des années 30, le cours de l'action wagon-lit s'écroule. C'est donc dans une situation précaire que la société aborde les années 40 et la Seconde Guerre mondiale. La guerre de 39-40 arrive et toute la reconstitution du parc qui avait eu lieu, eh bien la guerre de 39-45 ruine tout ça. À l'issue de la Seconde Guerre mondiale, le parc de la compagnie est à nouveau détruit. Elle a également perdu la majeure partie des agences Cook, nationalisées par le gouvernement britannique. La perte se chiffre à 265 millions de francs belges. Tout est à refaire, mais pas de la même façon, car les temps ont changé. 2 guerres et un rideau de fer ont rendu obsolète l'œuvre de George Nagelmakers. Les pays communistes ferment leurs portes. Passer une frontière redevient un parcours du combattant. Le service de l'Orient Express est considérablement réduit. Côté Europe occidentale, les choses vont mieux. On a retrouvé la joie de vivre et de partir en vacances. Avec l'institution des congés payés, la France a ouvert les voies ferrées à une nouvelle clientèle beaucoup moins fortunée, mais beaucoup plus nombreuse. La compagnie des wagons-lits s'adapte rapidement à la nouvelle demande. Elle a créé des voitures où il y a 3 couchettes, c'est-à-dire qu'on a accès à ces voitures avec un billet de seconde classe et un supplément wagon-lit moins cher. Donc c'est une démocratisation. Mais les années 70 et 80 sonnent le glas des trains internationaux. L'avion et le TGV commencent à régner en maître. George Nagelmakers en avait eu la prescience. On veut maintenant parcourir le monde, se mélanger, mais à toute vitesse, plus à toute vapeur. Les grands trains, même mythiques, n'y résistent pas. Constantinople est devenu Istanbul et on s'y rend désormais par la voie des airs. Le 19 mai 1977, l'Orient Express quitte la gare de Lyon pour son dernier voyage vers la Turquie. Sur voie I, le train rapide 5755 direct Orient, départ 23h53, va partir. La compagnie vend un bon nombre de voitures-lits et de voitures-restaurants à des compagnies étrangères. En 1988, elle ne possède plus que 403 voitures qui sont mises sur des voies de garage en attendant la casse. Face au déclin du ferroviaire, la compagnie s'adapte et renoue avec une activité initiée par George Nagelmakers, l'hôtellerie. Elle crée 2 chaînes d'hôtels. Cette fois, c'est une réussite. Comme quoi les génies naissent souvent trop tôt. George Nagelmakers, son empire ferroviaire qui a fait voyager ou simplement rêver tant de générations d'Européens, sont-ils définitivement morts? Pas tout à fait. Plusieurs passionnés ont racheté des voitures-lits à la compagnie et recréé des trains de croisière. Parmi eux, le Suisse Albert Glatt et l'Américain James Sherwood. De son côté,
Consciente de la richesse de son patrimoine, la compagnie des wagons-lits a remis sur les rails un train composé de ses plus belles voitures. Il a pour nom Pullman Orient Express. Le nom de M. Pullman est en effet passé dans le langage commun, à la différence de celui de Nagelmakers, trop difficile à prononcer. Ce train propose aux nostalgiques de l'Orient Express des déjeuners et des dîners croisières. Certaines de ces voitures sont classées monuments historiques. Ce sont des voitures absolument superbes. Je dis toujours que je ne pense pas qu'il existe dans le monde un train aussi luxueux. On est compte, même encore à l'époque actuelle, rouler avec son matériel ou ses idées, c'est un rêve, c'était vraiment un rêve. Maintenant, je suis très attachée à la compagnie et je voudrais surtout pas qu'elle disparaisse sans laisser de traces.